Alors, on commence par la commission d'enquête. Bien, mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons commencer notre réunion en remerciant Madame Alice Desbiol, médecin de santé publique, d'être présente avant que nous arrivions. Pressée d'intervenir donc sur un sujet important qui est celui de notre commission d'enquête. Mais auparavant, je voudrais, comme l'a fait le président Larcher la semaine dernière, que nous rendions par quelques instants de silence un hommage à Olivier Léonard, qui faisait partie de notre commission, qui n'a pas eu le temps de venir y assister puisqu'il a été pris de suite par la maladie et qu'il en est décédé. Donc je vous demande quelques instants de silence à sa mémoire, y compris évidemment nos collègues qui sont en visio. Merci. Bien, donc dans le cadre de la mission d'information sur l'adéquation du pass vaccinal à l'évolution de l'épidémie du Covid-19, nous entendons cet après-midi le docteur Alice Desbiol, médecin de santé publique, qui s'exprime ici en son nom personnel. J'indique que cette audition fait l'objet, madame, d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Je salue ceux de nos collègues qui partagent notre réunion à distance, dont notre présidente Catherine Deroche, que je remplace cet après-midi. Je rappelle que l'objet de notre travail est de chercher à vérifier que le pass vaccinal est un instrument conçu dans un contexte donné, celui du variant Delta, est toujours adapté quelques semaines plus tard, alors que nous avons en quelque sorte changé, entre guillemets, évidemment, d'épidémie. Le tout, bien évidemment, dans un contexte d'incertitude pour l'avenir que nous ne méconnaissons pas. Entre les pros et les anti-vaccins, dans un contexte qui peut se prêter à un certain manichéisme, il peut être difficile de faire entendre une voix singulière qui ne méconnaisse pas les apports de la vaccination tout en interrogeant l'outil spécifique qu'est le pass vaccinal. Nous souhaiterions donc recueillir votre analyse sur ce que peut être l'apport de pass vaccinal dans le contexte actuel. Et pour cela, je vous demanderai de vous exprimer en quelques minutes maximum au départ. Afin de laisser un maximum de temps aux échanges, je demanderai à chacun des intervenants et commissaires d'être concis dans les questions et vous dans les réponses si possible. Nous disposons d'1 heure de travail. Je vais maintenant, donc, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander, madame, de prêter serment. Je vous rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Alice Desbiol, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je jure ». Je vous remercie et je vous laisse maintenant faire une courte présentation avant de donner la parole à notre rapporteur, à nos rapporteurs. Pardon. Bonjour, donc merci beaucoup. Donc effectivement, ok, vous m'entendez? Donc en 2 mots, donc Alice Desbiol, moi je suis médecin de santé publique et épidémiologiste. Je précise que je n'ai pas de conflit ou de lien d'intérêt à déclarer, qu'effectivement je ne m'exprime pas au nom des institutions pour lesquelles je travaille ou pour lesquelles je collabore, que je m'exprime ici en mon nom propre. Et je tiens à préciser que les éléments qui vont vous être retranscrits résultent également d'une réflexion pluridisciplinaire. Et donc je remercie très chaleureusement les confrères et les consoeurs qui m'ont aidé à construire et à répondre aux questions qui m'ont été soumises. Je remercie également les ingénieurs, les polytechniciens, les immunologistes, les épidémiologistes, et la liste est non exhaustive, qui m'ont donc accompagnée ici sur le fond. Du coup, d'accord. Donc j'ai reçu plusieurs questions que j'ai toutes préparées individuellement. La première question consistait à interroger les indicateurs qui étaient mobilisés dans cette crise et également l'importance des modélisations.
Sur cette question précise des indicateurs, au regard des mesures qui ont été mises en place et qui impactent finalement la santé dans toutes ses dimensions, il importe, à mon sens, premièrement, de mettre à la fois dans la balance des indicateurs spécifiques Covid et bien sûr des indicateurs non Covid qui ont attrait donc à la santé physique, à la santé mentale, à la santé sociale et également en ce qui concerne les enfants, à tous les indicateurs pédagogiques. En ce qui concerne les outils existants de suivi de la crise sanitaire, on m'a posé la question de la qualité de ces données et quelles étaient finalement la pertinence également des modélisations. En ce qui concerne les points positifs des données, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a eu une mise à disposition des données sanitaires qui a été quotidienne via l'open data depuis le début de l'épidémie, notamment grâce au travail de Santé publique France, de l'adresse et de l'application Tous Anti-Covid. Et il me semble important de souligner ceci. Des rapports hebdomadaires ont également été disponibles au niveau national et régional, notamment par Santé publique France et également bien sûr par l'adresse. Et donc, Santé publique France fournit des données quotidiennement qui sont consolidées et qui sont de qualité. Donc, ceci, à mon sens, doit être bien sûr souligné. Néanmoins, on note des points négatifs en ce qui concerne le niveau de transparence à l'égard du public concernant ces données. On peut constater la présence de données manquantes, en tout cas qui ne sont pas publiées alors qu'elles sont disponibles. Je pense par exemple aux données de réanimation pour et avec Covid. Je pense aux données pour et avec Covid en réanimation, en particulier chez les enfants. On voit que c'est un sujet qui est très sensible et malheureusement, les chiffres ne sont pas vraiment publiés. Il en va de même pour les données sur les comorbidités rapportées par âge et par statut vaccinal. Les données concernant les patients intubés également, ou quel type de ventilation, tout ça n'est pas présenté. Je souligne également la présence d'indicateurs erronés, puisque par exemple, on voit d'après les données de Santé publique France que 30% des hospitalisations Covid sont en fait des hospitalisations avec Covid et non pour Covid, et que cela peut grimper à près de 50% pour la tranche d'âge des 20-39 ans. Donc là, on voit que les données sont de fait difficiles à interpréter de manière en tout cas rigoureuse et pertinente. Pareil pour le niveau de tension en réanimation, l'indicateur qui est présenté sur Tous Anti-Covid est un indicateur qui finalement n'a pas vraiment de sens puisqu'il rapporte le nombre de patients hospitalisés en réanimation, en soins critiques et en soins continus rapportés au seul lit de réanimation. Donc on comprend bien que quand on compare les patients de 3 services et qu'on les rapporte au nombre de lits uniquement dans un seul service, que l'on a de fait une estimation, déjà un indicateur qui ne veut rien dire et une estimation qui va forcément être surestimée. Je précise également que des écarts au protocole ont été notifiés dans le dernier bulletin publié par Santé publique France, où les classes d'âge ont été regroupés. Donc, pour les données en réanimation, on a regroupé les 15 ans jusqu'à 64 ans, alors qu'avant, ils étaient présentés de 15 à 44 ans et de 45 à 64 ans, ce qui est problématique, puisqu'on n'a pas du tout le même risque de terminer en réanimation pour Covid grave selon l'âge. Et idem, le surpoids, qui est une comorbidité importante et qui, rien qu'en 2020, était responsable, d'après un bulletin épidémiologique de Santé publique France, à lui seul de 15% de la mortalité. Le surpoids a disparu de ce dernier bulletin, de ce dernier point épidémiologique. Il a été très probablement mis dans la ligne patients sans comorbidité, ce qui du coup augmente le poids artificiellement des patients sans comorbidité, ce qui, à mon sens, présente un biais majeur dans l'interprétation des données. Je précise qu'il n'y a pas de communication dans les points épidémiologiques de Santé publique France sur les causes des décès Covid chez l'enfant. C'est uniquement une communication qui est faite à l'oral, alors qu'au regard du sujet sensible, il serait pertinent de pouvoir évaluer de manière claire cet indicateur-là. On n'a pas de communication sur le nombre d'enfants en réanimation pour ou avec Covid et pas de résultats sur l'évaluation vaccinale de l'adresse pour la tranche d'âge des 11-18 ans. Je constate aussi finalement une présentation des données que je trouve parfois de plus en plus, disons, partiale et qui, à mon sens, ne respecte pas la neutralité et l'objectivité pourtant de mise lorsque l'on présente des données. C'est par exemple le cas dans le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France qui conclut par exemple en gras, je cite, que la part des patients des patients en gros ne présentant pas de comorbidité a augmenté. Et donc je trouve qu'ils insistent finalement de manière un petit peu orientée au lieu de communiquer sur le fait que plus de 80% des patients en réanimation, d'après leurs données, ont au moins une comorbidité. Et donc c'est ça qui devrait être le message clé. Je note également un recours quasi systématique aux modélisations
pour justifier des décisions, soit avant leur implémentation, soit a posteriori pour arguer de leur efficacité. Je pense qu'il est important, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir, sur le fait que les modélisations présentent un niveau de preuve extrêmement faible et qu'au regard des enjeux sanitaires qui en découlent, elles ne me semblent a priori pas suffisantes pour implémenter de telles politiques de santé publique au regard de leur impact. On pourra reprendre cet argumentaire sur le pass plus spécifiquement. Et bien sûr, toujours sur les modélisations, pas d'évaluation de la pertinence de ces modélisations et de leur proximité avec le réel n'a été réalisée. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par des ingénieurs de Polytechnique que je vous présenterai tout à l'heure et qui dénotent un décalage très important quand on compare donc la réalité de ce qui s'est passé avec ce qui avait été prévu par les modélisations. Et donc ça aussi, à mon sens, devrait être souligné. En fait, on m'a posé énormément de questions, mais je ne sais pas si je peux y répondre comme ça. On va demander son avis à Madame la rapporteure. Hein. Parce que là, j'essaie d'aller vite. Mais... Merci, Président. Merci, Madame. Vous avez balayé très rapidement le questionnaire qui vous avait été adressé et je vous remercie pour votre franchise et votre langage très direct. Alors, je vais reprendre, pas l'ensemble des questions, mais un certain nombre de questions. Tout d'abord, jusqu'à maintenant, nous avons mené un certain nombre d'auditions, plutôt des institutionnelles, 4, 5, 6 auditions, et nous n'avons pas été vraiment éclairés sur ce qui a présidé à la décision de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et donc, vous êtes une spécialiste épidémiologiste, c'est dur à dire, hein. Est-ce que, d'après vous, il y a des données probantes qui pouvaient soutenir l'introduction du pass vaccinal en décembre dernier? Une autre question, parce que je crois que vous n'avez pas parlé du tout dans votre intervention, est-ce qu'on peut, d'après vous, isoler l'impact du pass vaccinal sur la vaccination? Parce que, moi, il me semble que le pass sanitaire comme le pass vaccinal, c'était pour éviter la vaccination obligatoire et pour booster et inciter à la vaccination. Est-ce qu'on peut isoler l'impact du pass vaccinal et sur la vaccination et sur la maîtrise de l'épidémie? Et puis, une troisième question, après mes collègues, je pense, compléteront. Le pass vaccinal a été instauré au mois de décembre, alors qu'on était en vague Delta, on avait quelques cas Omicron. Maintenant, il me semble que c'est confirmé, Omicron est plus contagieux, mais bien moins virulent que Delta. On parle d'un sous-variant Omicron. Est-ce que le pass vaccinal est toujours pertinent sur un plan sanitaire? Alors, merci pour toutes ces questions. Alors, vous me posiez la question du rationnel scientifique et est-ce qu'il y a des données probantes sur l'efficacité d'un pass? On peut déjà s'interroger sur le pass sanitaire. À ma connaissance, il n'existe aucune étude de bonne qualité avec un fort niveau de preuve au regard de l'intervention qui s'applique en population générale. Il n'existe à ma connaissance aucune étude de bonne qualité qui démontre une quelconque efficacité de ce pass sanitaire. Alors, je vais développer après sur les effets potentiellement positifs qu'il a pu avoir en termes de couverture vaccinale, même s'il n'a pas forcément ciblé la population la plus à risque. On va y revenir. En tout cas, ce qui a visiblement contribué à la mise en place de ce pass, ce sont notamment des modélisations, donc ces fameuses modélisations, notamment une modélisation qui a été faite, donc ça c'est un avis du Conseil scientifique du 6 juillet 2021, je cite, « Ces modélisations sont faites avec l'hypothèse que les vaccins réduisent le risque d'hospitalisation de 95%, le risque d'infection de 80% et le risque de transmission en cas d'affection de 50%. » Donc ça, c'est le conseil scientifique du 7 juillet. Alors déjà, je pense qu'il est très important de préciser que les données dont nous disposons, je pense au vaccin Comirnaty de Pfizer, qui est donc le vaccin le plus largement distribué, il est important de préciser que le critère de jugement principal dans les essais cliniques randomisés ne portait pas sur le risque d'hospitalisation ou sur le risque ou sur la capacité ou non du vaccin à bloquer la transmission. Le critère de jugement principal dans les essais Pfizer était le nombre d'infections symptomatiques confirmées par un PCR positif.
Donc, on n'avait pas du tout d'information, ce n'était pas l'outcome, ce n'était pas le critère de jugement principal, à savoir l'effet du vaccin sur la prévention des formes graves, sur la diminution du risque d'hospitalisation ou sur la diminution du risque de décès. Donc, ce sont des données qui ne sont d'ailleurs toujours pas disponibles au regard de ce produit-là et au regard des essais cliniques randomisés. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Je précise que les données observationnelles en vie réelle confirment un impact positif de la vaccination chez les personnes à risque en termes de prévention de formes graves et de mortalité. J'insiste vraiment sur chez les personnes à risque, c'est un élément qui est très important. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire les datas, enfin ce qui a été mis dans le modèle du conseil scientifique. Donc je ne sais pas exactement sur quelle base. En tout cas, les données de vie réelle émanant des études observationnelles américaines produites à la même époque sur Delta sont complètement discordantes avec ces hypothèses. On avait une étude par appariement de la Mayo Clinic qui retrouvait une efficacité vaccinale de 42% pour Pfizer sur les infections, qui était le critère de jugement principal de l'essai clinique randomisé en juillet 2020. Alors même que Delta n'avait pas encore complètement remplacé les souches précédentes. Et on avait un rapport du CDC qui retrouvait des charges virales équivalentes chez les personnes en situation d'échec vaccinal avec Delta en comparaison des non-vaccinés. Donc ça, c'est donc déjà pour préciser que voilà, les modélisations sont susceptibles à de nombreux biais et qu'il n'existe donc pas de données probantes sur l'efficacité du pass puisque c'était quand même un des premiers arguments qui avait été mis en avant pour justifier de la mise en place d'un pass vaccinal, qui était la sécurisation des lieux, voire même la sanctuarisation des lieux, si ma mémoire est bonne. Donc ça, ce sont effectivement disons que l'impact positif du vaccin sur la diminution de la contamination et de la propagation ne faisait pas partie des critères de jugement principaux des essais cliniques randomisés de Pfizer. Et on a bien vu d'ailleurs l'échec de ces dispositifs au regard des contaminations dans les lieux qui demandaient aussi le pass. On a eu de nombreux clusters, ça c'est l'étude Comcore de l'Institut Pasteur, sur la période du 23 mai au 13 août 2021, qui retrouvait plus de 90% de contamination dans les bars et 240% dans les boîtes de nuit. Donc on voit bien déjà que sur la sanctuarisation des lieux, cela questionne. Alors, un autre argument était sur le fait de favoriser l'incitation d'encourager à la vaccination. Donc ça, effectivement, notamment avec le pass sanitaire, on a noté une augmentation de la couverture vaccinale. Mais encore une fois, l'important est quand même la prévention des formes graves ou létales de Covid-19, notamment chez les personnes à risque, puisque c'est ce que retrouvent les données observationnelles en vie réelle. Là, on voit que malheureusement, on a eu un échec concernant les populations les plus vulnérables. Je précise que la France présente l'une des couvertures vaccinales chez les plus de 80 ans les plus basses d'Europe de l'Ouest, et que des pays comme par exemple l'Irlande, qui n'ont pas mis en place de pass sanitaire ou vaccinal, présentent 100% de couverture vaccinale chez les plus de 70 ans. Un pays comme la Finlande présente une couverture vaccinale de 94% chez les plus de 80 ans, et le Portugal, 100% des personnes âgées vaccinées avant même la mise en place d'un pass qui était au 1er décembre 2021. Pareil pour le Danemark, qui avait déjà des très bons taux, 100% chez les plus de 80 ans. Ça, c'est les données de l'ECDC, European Center of Control Disease. Donc voilà, donc on voit bien que finalement, l'intérêt majeur, c'est quand même d'augmenter la couverture vaccinale chez les personnes à risque, qui sont donc celles qui présentent des comorbidités, notamment le surpoids et l'obésité, ou qui sont âgées. Et là, on voit que finalement, cela n'a pas forcément eu l'effet escompté. Donc finalement, si la vaccination présente un bon bénéfice individuel pour les personnes à risque, en termes de bénéfices collectifs sur la dynamique infectieuse, on peut vraiment s'interroger. Un autre argument était aussi qu'il fallait réduire la saturation des hôpitaux via le pass. Encore une fois, ce ne sont pas les patients non vaccinés qui conduisent aux déprogrammations. C'est un rapport de la PHP, un rapport interne qui a été publié et qui retrouve que finalement la plupart des déprogrammations sont liées à des postes vacants au bloc opératoire, liés au départ majeur, notamment d'infirmières. Donc ça, je pense que cela doit être souligné. On a une étude qui a été publiée par le Conseil d'analyse économique qui considère que 4000 morts auraient été évitées grâce au pass. Alors peut-être juste quelques mots sur cette étude. Je pense qu'il est important de préciser qu'il y a quand même des liens d'intérêt de certains auteurs dans cette étude, qui sont donc jugés partis, puisque un en particulier est membre du conseil scientifique. Je ne remets pas du tout en cause l'expertise, je parle juste que dit que ces résultats doivent être donc interprétés avec précaution au regard de l'absence d'indépendance. On ne peut pas être jugé parti.
Ensuite, ce n'est pas le pass qui évite les décès. Encore une fois, c'est la vaccination. Et bien sûr, le pass ne peut pas être évalué versus rien, hein, ce qui est souvent fait dans ces études-là. C'est pas soit le pass, soit aucune intervention de santé publique. Il y a toute une myriade d'interventions qui sont possibles, notamment cibler la vaccination chez les plus fragiles, aller vers, se déplacer en zone rurale chez les personnes âgées, chez les personnes qui sont moins connectées, puisque ce que l'on a observé aussi, c'est notamment avec le pass vaccinal, qui a effectivement abouti à environ 800 000 primo-infections, mais pas du tout chez les personnes les plus à risque. Donc encore une fois, inciter les plus jeunes, qui ne sont pas ceux qui sont le plus à risque de forme grave ou létale de Covid-19, peut s'avérer contre-productif à la fois en termes de disponibilité et d'accès pour les personnes qui, elles, auraient vraiment besoin de doses. Tout le monde n'est pas non plus connecté et ne peut pas se connecter facilement à des plateformes en ligne. Donc là, on note finalement quelque part un échec de l'aller vers et d'une approche plus proportionnée de cette vaccination vers les personnes les plus à risque. Donc, il me semble en tout cas qu'au regard du niveau de preuve insuffisant concernant l'implémentation de ce pass en population générale, il devrait vraiment être interrogé, sachant qu'il n'est pas dénué de dommages collatéraux sur lesquels l'OMS alertait déjà dans un document, une note d'intention aux politiques d'ailleurs, qui pointait tous les caveats, toutes les mises en garde d'une obligation vaccinale pour la Covid. Donc c'est un document d'avril 2021 de l'OMS. Et ils insistaient notamment sur la perte de confiance d'une partie de la population à l'égard des scientifiques, également des politiques, et le risque d'abîmer le contrat social. Et ils pointaient également le risque de baisse de confiance dans toute intervention de santé publique, quelle qu'elle soit, et notamment dans les politiques de vaccination autres que la Covid. Et je rappelle que l'hésitation vaccinale constitue pour l'OMS l'une des principales menaces pour la santé publique. Et donc, le pass, en fait, augmente, en tout cas, c'est une étude de l'INSERM qui a été publiée dans Nature Medicine, semble augmenter l'hésitation vaccinale des personnes qui ont été vaccinées, alors même qu'elles se seraient potentiellement fait vacciner, même sans ce dispositif. Donc, il me semble qu'au regard des données disponibles et de l'impact potentiellement négatif de ce dispositif, je rappelle qu'on demande le pass pour rentrer à l'hôpital, hein, qu'on demande le pass pour rentrer dans les PMI ou les plannings familiaux. Donc là, on a quand même une discrétion. Ah si, je l'ai expérimenté. Moi-même, en allant à l'hôpital, on m'a demandé mon pass. Et si je... Ouais, pass sanitaire. Donc, non, j'y suis. Alors peut-être que ça... Écoutez, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. En tant que patient ou malade, on ne demande rien. Par contre, si c'est un visiteur, oui. Alors voilà, moi, écoutez, c'est une très bonne nouvelle puisque, à mon sens, je parle de mon expérience personnelle. On m'a vraiment, je ne pouvais pas rentrer ailleurs qu'aux urgences si je ne présentais pas un pass, et je parle d'un hôpital public de la PHP. Voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui, en tant que médecin, m'a profondément choquée. Je rappelle quand même dans le serment d'Hippocrate que j'ai prêté serment aujourd'hui à vos côtés, et vous verrez toute la rigueur des données que je présente. J'attends d'ailleurs une contradiction sur le fond avec grand plaisir, mais je vais prêter aussi serment auprès de mes pairs et auprès de moi-même lorsque j'ai été admise dans le cercle des médecins. Et je rappelle qu'une des premières phrases de ce serment d'Hippocrate est la suivante: je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Et je précise vraiment, je n'ai pas pu rentrer, je ne pouvais pas, j'avais un pass, mais si je ne le présentais pas, je ne pouvais pas rentrer ailleurs qu'aux urgences. C'est bon. Monsieur Savary a demandé la parole en premier. Oui, quelques questions complémentaires. Je reprends parce que j'ai pris quelques notes, vous m'en excusez. Est-ce qu'on pourrait déterminer des critères épidémiologiques pertinents pour évaluer l'efficacité du pass vaccinal et aussi éclairer la décision, surtout de mettre fin à ce pass vaccinal? Les auditions que nous avons eues jusqu'à présent ne nous ont pas donné de critères
solide qui permettrait de dire à un certain moment, halte là, les conditions sont réunies pour arrêter ce pass. J'avais une autre question concernant la tribune parue le 24 janvier dans le quotidien du médecin par le professeur François Alla. Qui m'a aidé à préparer cette audition et que je remercie. Pardon ? Qui m'a aidé à préparer cette audition et que je remercie chaleureusement le professeur François Alla, qui nous regarde actuellement, a priori. Voilà. Et qui estime que l'aide à la décision donc, des experts et agences comme Santé publique France s'est transformée plutôt en service après-vente. Des décisions déjà prises. Est-ce que vous partagez ce constat ? Et puis, comment voyez-vous plus généralement le rôle joué par ces agences, par exemple en matière de qualité des données récoltées, de mode de présentation de ces données et du niveau de transparence assuré auprès du grand public ? Voilà 2 questions. Merci. Je vous laisse répondre. Merci. Alors, sur les critères d'efficacité du pass, donc l'enjeu du pass, hein, ce n'est pas, encore une fois, l'efficacité vaccinale, mais c'est vraiment finalement la saturation des hôpitaux. Hein, c'est aussi ça qui nous a été mis. Donc, si vous voulez, c'est... comment dire, le problème, c'est que si vous voulez, le pass repose sur un outil donc, qui est la vaccination, dont le critère de jugement principal dans les essais n'était pas évalué l'effet sur la transmission et la contamination. Donc déjà, on a un dispositif, le pass, qui s'appuie sur un outil, le vaccin, qui est attendu au tournant, entre guillemets, sur la diminution de la transmission et de la contamination, qui n'est pas avéré. Et voire même qui n'est pas avéré dans les essais cliniques randomisés, mais qui, empiriquement, on peut tous le constater, ne bloque pas la transmission et la contamination, hein, que ce soit le vaccin ou que ce soit l'immunité naturelle. On peut se faire recontaminer et on peut contaminer. Voilà. Donc, si vous voulez, en termes d'indicateurs, comme on s'appuie sur un outil dont le rôle n'a pas été évalué et n'est pas de réduire la transmission et la contamination, derrière, c'est difficile de mettre en avant des indicateurs. Donc, peut-être que si l'indicateur est la saturation des hôpitaux, allez regarder de ce côté-là, mais il me semble difficile de mettre en place des indicateurs, sachant que c'est d'évaluer un dispositif sur un paramètre qui était donc la sanctuarisation des lieux, qui était d'inciter à la vaccination et qui était de réduire la saturation des hôpitaux. Peut-être, voilà, moi je pense que si vous voulez, il faudrait regarder dans ce cas-là la couverture vaccinale chez les personnes les plus à risque, même si on voit que cela ne dépend pas du pass, puisque des pays qui n'ont pas mis le pass avaient 100% de couverture vaccinale, ou alors même avant de mettre leur pass, avaient 100% de couverture vaccinale chez les personnes les plus à risque. Mais néanmoins, on pourrait regarder ça. On pourrait regarder la saturation des hôpitaux, même si encore une fois, elle ne dépend pas du nombre de patients Covid hospitalisés, mais le vrai problème, c'est la fuite du personnel et donc les lits qui ne peuvent pas être ouverts du fait de l'absence de personnel. Et encore une fois, la sécurisation des lieux, on peut tous expérimenter empiriquement que vacciné ou pas, on peut transmettre et être contaminé. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de poser des indicateurs sur un dispositif dont chacun peut constater finalement la vacuité, j'ai envie de dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, je pense qu'il faut plutôt déployer des actions de promotion très forte de la vaccination des individus dans le respect des consentements, mais en ciblant cette vaccination sur les personnes les plus à risque. Pour cela, on a aussi besoin de disposer des données, ce dont j'ai parlé en premier lieu, et donc de disposer des données à la fois sur les comorbidités distribuées par âge, notamment en réanimation. Et donc peut-être que ce qui serait plus pertinent, ce serait de disposer de ces données-là pour bien cibler les personnes qui finalement vont se retrouver en réanimation. Mais si vous voulez, pour moi, c'est difficile de vous proposer des critères d'évaluation d'un dispositif qui, de toute façon, repose sur un outil qui n'a pas été évalué sur la réduction de la transmission et de la contagiosité. Donc, c'est de base déjà biaisé. Merci. Allez, vous me posiez la question, du recours à l'expertise scientifique dans la crise. Alors là, c'est une très grande question. Moi, ce qu'on a pu constater,
c'est pas que moi, c'est notamment Richard Horton dans son édito, qui est le rédacteur en chef du Lancet, qui est une très grande revue médicale, qui a publié un édito en septembre 2020 dans lequel en fait il déplorait notamment l'absence de pluridisciplinarité. Pour reprendre ces mots, il regrettait que la science, entre guillemets, qui a guidé les gouvernements dès le début de cette épidémie, n'ait été incarnée que par des modélisateurs d'épidémie et des infectiologues, et que donc finalement la pluridisciplinarité n'ait pas eu sa place dans notamment le conseil scientifique. Je rappelle qu'il y a normalement des agences indépendantes dont les missions sont régies par le Code de la santé publique. Je pense à Santé publique France, qui avait géré la crise de la grippe précédente, la HAS, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique. Et finalement, on a eu l'émergence d'une structure, donc le conseil scientifique, qui a été créé ad hoc et qui a finalement, je ne parle pas du tout de ses membres, pour lesquels j'ai le plus grand respect, là n'est pas la question, je parle vraiment du dispositif en lui-même, et qui donc finalement a chanté toutes les autres instances dont les missions et le cadre, encore une fois, sont réglementés par le Conseil de la santé publique. Alors, un article très intéressant de membres du Conseil scientifique publié dans La Santé en Action en juin 2021 qui s'appelle « L'expertise sanitaire en temps de crise » revient notamment sur ça et pointe que, effectivement, donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour le choix des membres du conseil scientifique. Le choix de ces membres, et encore une fois cela n'a rien de personnel, je parle vraiment du dispositif, c'est fait notamment par cooptation, donc ce sont des personnes qui se connaissaient, qui se sont recommandées les unes les autres. Donc là en fait ce que pointent les auteurs de cet article, c'est donc le risque, que l'on a bien vu d'ailleurs, de collusion entre les experts, qui ensuite entraîne la promotion d'une seule tendance. Donc ça je pense qu'il est important de le souligner, puisque finalement normalement l'expertise doit se faire de manière beaucoup plus pluridisciplinaire et le choix aussi des experts doit être beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus large. Et donc dans cet article écrit par des membres du Haut Conseil de la santé publique, il précise qu'il n'y a pas eu de validation externe et indépendante des avis produits par le Conseil scientifique. Il n'y a pas eu finalement de regard par les pairs et de potentielles discussions potentiellement contradictoires. Cela n'a pas été organisé, sachant que du dissensus résulte le consensus, qui est par définition la confrontation de points de vue potentiellement contradictoires, mais chacun avec leurs arguments légitimes, et c'est ce dissensus et ce débat contradictoire qui doit amener finalement au point de vue le plus nuancé et certainement le plus efficace. Je rappelle d'ailleurs que ce débat contradictoire et scientifique habituel normalement est organisé par les institutions, donc n'a pas eu lieu, mais voire même, et semble-t-il, non accepté. Je lis un avis du Conseil scientifique du 19 janvier 2022 qui précise dans sa partie sur la communication et l'information qui doivent être améliorées. Ni l'impératif de liberté d'expression et de démocratie, ni les principes de controverse scientifique ne sont facilement compatibles avec la médiatisation d'opinions non documentées formulées par des personnes se prévalant d'une légitimité scientifique auprès du public. Donc voilà, donc visiblement le débat scientifique non seulement n'est pas organisé, mais il ne semble même pas toléré, ce qui pour moi en tout cas m'interroge très profondément. Et donc effectivement François Alla a dénoncé finalement un rôle de service après-vente des agences sanitaires, comme il dit, qui finalement n'était là que pour enregistrer les décisions qui avaient déjà été prises par l'exécutif. Chacun en pensera ce qu'il souhaite. Je précise juste sur les modélisations. Pardon. Excusez-moi. Je précise juste. Chacun pourra parler après. Si vous voulez d'abord écouter, c'est pas plus mal. Je précise juste pour les modélisations. Donc ça, c'est un travail qui a été fourni par 2 polytechniciens et chercheurs, notamment en modélisation et pharmacoépidémiologie, qui ont, et donc là, je vous invite vraiment à aller consulter leur site qui s'appelle Évaluation Modélisation Covid. Donc je remercie chaleureusement les ingénieurs Maxime Langevin et Thomas Stark pour ces travaux. Et en fait, en 2 mots, puisqu'on parlait des modélisations, ils ont fait un travail d'évaluation des modélisations en confrontant les différentes hypothèses et les différents scénarios qui étaient testés à l'époque et qui ont justifié de mesures très drastiques et non fondées sur les preuves, avec des dommages collatéraux majeurs. Et donc, ils ont confronté les hypothèses des scénarios avec la réalité. Je vais circuler un petit papier. Je vous invite à regarder le premier. C'est sur le groupe témoin avec la Suède. Le papier est sur Demeter. Mais je vais y revenir. C'est sur Demeter. Je vais y revenir. Alors, il précise, ces 2 chercheurs, qu'il n'existe pas de rétrospective publique sur la capacité des modélisations utilisées en France
à prévoir effectivement l'évolution de l'épidémie et précise que cette évaluation rétrospective sur les données réelles d'un modèle fait normalement partie intégrante des bonnes pratiques de la modélisation mathématique. Donc, eux, ils ont fait ce travail qui aurait été attendu des institutions, d'aller évaluer les modélisations et les scénarios de l'Institut Pasteur, de l'INSERM et de l'Imperial College. Je rappelle que les modélisations de l'Imperial College ont très largement contribué à confiner très drastiquement la France et une bonne partie du monde. Ils ont du coup, donc ces données sont consultables sur leur site Évaluation Modélisation Covid. Et donc, par exemple, ils ont pris le seul pays, en gros, dont on dispose sur la période de la première vague, qui n'a pas confiné, qui a pris des mesures, parce qu'encore une fois, il y a tout un continuum d'intervention entre ne rien faire et confiner drastiquement une population. Ils ont regardé la Suède, et il faut bien voir que sur leur visuel, d'après les modélisations de l'Imperial College de Ferguson, si la Suède ne prenait aucune mesure durant la première vague, il y avait jusqu'à 90 000 décès qui étaient attendus. La réalité est tout autre. Il y a eu moins de 10 000 décès durant cette première vague. Vous pouvez le voir du coup sur le graphique que je vous ai présenté. Et donc, c'est très important de toujours réaliser une évaluation a posteriori, ce qu'ils ont fait. Et donc, sur les 11 modélisations qu'ils ont testées, il n'y a eu que 2 cas de figure où la réalité est comprise entre les valeurs des différents scénarios. Et dans les 9 autres cas, la réalité était hors de ces valeurs. Et dans 8 cas sur 9, il y avait même une surestimation de la réalité. Donc, il dénote un biais dans ces modélisations, un biais en faveur d'une surestimation semble donc présent. Les scénarios médians qui étaient souvent utilisés comme les plus probables, surestimant la réalité de 10 fois sur 11. Et donc, c'est très important de conclure sur le fait que, bien sûr, la modélisation épidémiologique est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, on le voit, une bonne anticipation de la réalité est l'exception et l'erreur est la norme. Au regard de cette rétrospective qu'ils ont publiée, donc, on peut conclure que les modélisations n'apportent pas un niveau de preuve suffisant pour supporter la mise en place d'interventions de santé publique à fort impact. Et de plus, les 2 chercheurs notent un clair biais en faveur d'une surestimation observée dans les modélisations et qui peut favoriser l'adoption et le support de mesures plus restrictives que nécessaires. Et donc, je précise que les modélisations en Suède prévoyaient un nombre de décès 5 à 6 fois plus élevé que la réalité. Et elle prévoyait de plus que seul un confinement strict permettrait d'empêcher une saturation majeure de l'hôpital qui n'a pas du tout eu lieu. C'est bon. Je regardais vite fait, en Suède, il y a 10 millions d'habitants et 19 habitants au kilomètre carré. Madame Jasmin. Mais ça, ce sont des informations qui sont prises en compte dans la modélisation de Ferguson, puisque les données sont disponibles par pays. Donc là, les modélisations de l'Imperial College s'appliquent à la Suède. Donc bien sûr que toutes ces informations, normalement, sont prises en compte dans le modèle de Ferguson. L'idée, c'est pas de comparer là, on compare la Suède à elle-même. On compare la Suède à elle-même et les modélisations de l'Imperial College sur la Suède avec la réalité en Suède, avec bien sûr une population avec une densité de population qui peut être moindre dans certaines zones, bien sûr. Mais là, on compare la Suède avec elle-même. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais savoir quel était le positionnement auquel... Pardon? Ça va mieux là? Ah oui, donc je vais parler un peu plus fort. Oui, le positionnement de Santé publique France par rapport aux recommandations du Conseil de défense. Alors, comment ça s'est passé? Parce que bon, je n'ai pas toujours tout compris. Et la deuxième chose, lors d'une de nos auditions, le professeur Delfrécy a dit qu'il fallait mettre en place le pass sanitaire pour booster en quelque sorte la vaccination. Et récemment, sur un média, il disait qu'il ne s'agissait pas tout à fait de vaccin, mais d'un traitement. Alors, est-ce que vous avez des précisions concernant ce problème, ou de sémantique ou de définition? Je vous remercie. En ce qui concerne le positionnement de Santé publique France, je pense qu'il vaut mieux leur demander, je ne peux pas m'exprimer en leur nom. Par contre, oui, vous soulignez une bonne question. Enfin, en tout cas, là, on peut dire que le rôle de Santé publique France a été notamment, et je pense que ça peut être salué, de présenter des données de bonne qualité, sauf dans les derniers écarts au protocole qui sont profondément regrettables pour la confiance. Mais
avant ces écarts majeurs au protocole qui biaisent clairement la présentation et l'interprétation des données, et ce que je déplore profondément, normalement, les données étaient présentées de bonne qualité, de manière quotidienne, avec un outil comme Géode qui était, voilà. Donc ça, c'est une de leurs missions, hein, le suivi épidémiologique des maladies en France. Oh, il n'y a pas que la Covid, hein, donc voilà. Mais après, sur l'articulation, je préfère ne pas forcément m'exprimer en leur nom. Est-ce que vous pourriez juste me redire en 2 secondes votre deuxième question? Oui, alors la deuxième, c'est justement certaines incohérences, notamment le fait que le professeur Delfrécy ait dit dans un premier temps qu'il s'agissait de booster la vaccination quand il a répondu, et c'était dans une autre salle, mais à la commission, et quand il s'est agi de parler du pass sanitaire. Fallait booster. Et là, sur un média, il y a quelques jours seulement, et lui, il disait qu'il s'agissait d'un traitement, parce qu'il s'agissait en fait, la question était la fréquence, la cinétique même vaccinale. Alors là, il disait que c'était un traitement, c'était en quelque sorte un traitement. Alors là, je me pose la question, est-ce qu'il y a un problème de sémantique? Est-ce un problème de définition? Voilà, merci. Alors Camus disait mal nommé. C'est le professeur Delfrécy qui le disait. Alors quand on veut quand même une certaine cohérence, oui, mais Non, en mais fait, une cohérence pour faire passer des messages au grand public, surtout sur un média, il faut une certaine capacité à dire des choses qui pourraient évidemment servir. Merci. Alors Camus disait mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Alors, encore une fois, moi je ne me permettrai pas de dire ce que M. Delfrécy, pour qui j'ai un grand respect, veut dire quoi. J'imagine que, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce vaccin, encore une fois, ce n'était pas le critère de jugement principal dans les essais cliniques randomisés, sur la contagiosité et sur le risque de transmission, qui est en fait souvent ce qu'on attend d'un vaccin, c'est de ne pas se faire infecter et de bloquer la transmission. Cela, effectivement, ne semble a priori pas être le cas avec ce vaccin. Ce n'est pas non plus le cas, il faut quand même le dire, avec aussi l'immunité naturelle. Hein. Au final, ça protège visiblement des formes graves liées notamment du fait d'une immunité profonde, mais pas forcément sur le risque de transmission et de contagiosité. Donc, je pense peut-être, alors que c'est ce que l'on attend un petit peu d'un vaccin, notamment pour arguer de la fameuse immunité collective ou de ce que l'on appelle l'effet troupeau, qui donc permet, avec une couverture vaccinale très forte, de globalement limiter, voire interrompre la transmission d'un agent infectieux. C'est par exemple ce qu'on observe avec, si je prends la rougeole, qui est un agent qui est très contagieux, et pour bloquer globalement la transmission de cet agent infectieux sur un territoire, globalement, il faut une couverture vaccinale d'au moins 95% dans l'ensemble de la population. Là, on voit qu'on a près de 90% de la population française adulte qui est vaccinée. On voit bien que de toute façon, c'est un virus qui risque très probablement de circuler, qui va très probablement atteindre, donc c'est d'ailleurs certainement le cas, l'endémicité, donc c'est-à-dire un virus qui va circuler dans la population, notamment du fait de réservoirs animaux qui sont très importants. Endémicité ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire ou quoi, hein, pas du tout. Encore une fois, cibler la protection sur les personnes à risque consentantes. Mais donc peut-être que c'est sur ce côté-là de contagiosité qui a fait, mais encore une fois, je ne veux pas parler en son nom, je ne me permettrai pas, mais qui a fait peut-être dire à M. Delfrécy que ce n'était pas un vaccin au sens classique, mais mine de rien, enfin, à mon sens en tout cas, ça reste quand même un vaccin dans la mesure où il va être inoculé à des personnes a priori saines au regard de l'indicateur qui est la Covid, et qu'il va quand même permettre de préparer un petit peu le système immunitaire, et qu'il permet quand même, en tout cas au regard des données observationnelles en vie réelle disponibles aujourd'hui, de réduire le risque de formes graves ou létales chez les personnes à risque de formes graves ou létales. Merci. Madame Cohen a demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour ces explications que je trouve particulièrement claires et que nous partageons d'ailleurs avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly par rapport aux éléments que vous avez pu donner, et notamment sur la question des experts, que je trouve extrêmement juste. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que quand le gouvernement veut passer du pass vaccinal du pass sanitaire, au pass vaccinal,
il n'y a quand même aucun bilan réel de tirer. Or, c'est un peu une habitude, là c'est un commentaire personnel, c'est un peu une habitude de ce gouvernement, c'est ce qu'on remarque à la Commission des affaires sociales, c'est souvent il n'y a pas de bilan tiré et on va élargir ou pas l'expérience sans avoir des données pointues au niveau scientifique. Donc, il y a quelque chose là qui est très qui sème le doute et qui sème le doute, y compris parmi la population, parce que du coup, ça amène à des informations qui sont contradictoires. Et j'aimerais vous interroger sur 3 questions. La première, c'est aujourd'hui, il semblerait que, bon, alors le virus circule beaucoup, enfin, même si là, maintenant, on est arrivé un peu à un plateau moins important, mais on voit que les écoles sont particulièrement atteintes en termes de contagion, etc., au niveau des enfants. Et il y a des informations contradictoires où certains disent qu'il faut systématiquement vacciner les enfants et d'autres disent que finalement, ça n'est pas nécessaire. Donc, sur cette obligation vaccinale parmi les enfants, est-ce que ça peut être un plus ou pas? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est le aller vers. Moi, je suis très frappée par ce que vous avez dit sur la comparaison avec d'autres pays, sur les plus de 80 ans, où dans un certain nombre de pays, ça dépasse taux de vaccination, si j'ai bien compris, 90%, 100%. Ou même 100%, alors que nous, on n'en est pas là. Et moi, je suis surprise parce qu'on a quand même dans nos territoires des personnes qui nous interpellent sur le fait qu'elles sont isolées et que finalement, c'est pas qu'elles ne veulent pas se faire vacciner, c'est qu'elles n'ont pas accès au vaccin pour des tas de raisons. Certaines n'ont plus de médecin traitant, c'est très compliqué, etc. Et on les laisse comme ça, si elles n'ont pas une famille. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et la troisième question, c'est que on a l'air surpris de voir ce virus continuer, on va dire, à prospérer, mais il n'y a pas de vraie politique vaccinale mondiale. Où on se dit, et on voit bien que dans tous les pays, il n'y a pas égalité dans l'accès au vaccin, loin s'en faut. C'est pour ça que nous, notre groupe, d'ailleurs, on demande la levée des brevets. Et tant qu'on n'aura pas vaincu cette pandémie, je dirais, protéger la population mondiale, je ne vois pas comment la pandémie aura cessé. Et on a vu d'ailleurs pour la polio, pour que ça puisse être éradiqué, il a fallu effectivement que toute la population mondiale la majorité de la population mondiale, soit vaccinée. Donc, qu'en pensez-vous? Merci. Alors, merci pour toutes ces questions extrêmement, effectivement, pertinentes, qui pointent les leviers sur lesquels on pourrait jouer. Alors, sur la vaccination, en général, je peux vous dire que, en tout cas, à mes yeux et aux yeux des personnes qui m'ont aidé à construire cette audition, le niveau de preuve actuellement, personnellement, je suis très attachée à ce que l'on appelle l'evidence-based medicine, donc la médecine fondée sur les preuves. Je suis très attachée aux politiques de santé publique fondées sur les données qu'on appelle probantes, et je suis très attachée à la rigueur méthodologique et scientifique. Et donc, à mon sens, dès lors que l'on inclut toute une population, dont des populations très fragiles comme les enfants, le niveau de preuve doit être extrêmement rigoureux et la balance bénéfice-risque doit être en faveur indiscutable de l'intervention. Je précise que ce n'est pas le cas pour de très nombreuses interventions, la plupart d'ailleurs, qui ont été prises. Je pense notamment au confinement, je pense notamment aux fermetures d'écoles et je pense notamment aux passes, qui sont toutes des interventions non fondées sur les preuves et de plus en plus d'études. Là, je pense par exemple au confinement, c'est une étude de la Johns Hopkins University dans 53 pays qui retrouve effectivement qu'il n'y a pas de corrélation qui justifie d'une potentielle efficacité de ces mesures-là. Actuellement, si on regarde le niveau de preuve, moi c'est ce sur quoi je me fonde pour me faire un avis, et c'est normalement ce sur quoi on se fonde dans les agences de santé publique. Le niveau de preuve est suffisant pour proposer la vaccination à des catégories bien identifiées à haut risque de Covid grave pour leur protection individuelle, tout en nécessitant bien sûr une réévaluation régulière compte tenu de l'évolution virale très rapide. Le niveau de preuve est suffisant pour conclure à l'acquisition d'une protection durable et forte contre la Covid sévère suite à une infection naturelle
quel que soit le statut vaccinal, et le niveau de preuve est clairement insuffisant pour arguer d'un bénéfice collectif de la vaccination de masse d'individus à faible risque de Covid grave, d'autant plus dans le contexte d'Omicron potentiellement en échappement vaccinal. Et donc ça doit vraiment nous interroger, au même titre qu'on dit les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourquoi ? C'est parce que l'antibiorésistance, d'après l'OMS, avec l'hésitation vaccinale, constitue l'une des principales menaces pour la santé publique du XXIe siècle. On sait que l'arsenal dont l'on dispose, l'arsenal thérapeutique en termes d'antibiotiques, est de plus en plus restreint, à la fois du fait d'une absence de recherche clinique sur ces médicaments-là, et à la fois d'une augmentation de la résistance chez de nombreux agents infectieux. Donc là, il y a un péril pour notamment les générations futures, au regard d'un arsenal thérapeutique qui concerne les antibiotiques, qui se réduit de plus en plus. Le risque qui peut en tout cas être considéré, je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais qui doit en tout cas nous interroger, se présente aussi pour la vaccination avec un risque d'échappement vaccinal, un risque d'échappement immunitaire du fait d'une pression de sélection sur les variants, qui est un phénomène qui s'observe et qui du coup peut conduire à un échappement vaccinal. Et donc ça, pour limiter, donc ça c'était aussi une publication du CNRS, pour limiter ça, et donc à la fois pour économiser cet outil-là, en termes d'efficacité sur les personnes à risque, pour économiser cet arsenal, il convient d'en avoir, comme les antibiotiques, un usage mesuré, un usage proportionné et un usage fondé sur les preuves qui implique une vaccination prioritaire des personnes à risque consentantes, que sont les personnes âgées et les personnes qui présentent des comorbidités, notamment le surpoids, qui a été retiré des données de Santé publique France, ce que je répète, et l'obésité. Donc ça, c'était pour reparler, comme vous me posiez la question de la vaccination. Les écoles, la circulation virale dans les écoles n'est que le reflet de la circulation virale communautaire. Donc ça, c'est des données qui sont... voilà, il y a quand même pas mal d'informations sur ces questions. Le virus circule partout et il circule aussi dans les écoles. C'est important de préciser que les enfants sont l'une des populations les moins à risque de formes graves ou létales, et qu'il est peut-être même contre-productif d'essayer à tout prix de les empêcher de se contaminer avec notamment Omicron. Cette contamination avec Omicron est potentiellement inévitable. Je ne dis pas, d'où l'intérêt d'ailleurs d'une vaccination chez les personnes à risque. Là, on voit que, a priori, 16% des Français ont déjà été en contact avec Omicron, enfin en tout cas avec le SARS-CoV-2, depuis le 1er janvier 2022. Donc, c'est un Français sur 6. Donc ça, c'est important de le préciser. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire attendez. Ah oui, voilà. Et que du coup, chercher à tout prix à finalement limiter l'infection chez les enfants peut parfois même être contre-productif, puisque c'est un risque qui augmente, bien sûr, avec l'âge. Et je vais faire un parallèle. Je ne dis pas, je précise, comme c'est un sujet et que de toute façon, voilà, faut faire quand même attention. Si je prends l'exemple de la varicelle, bien sûr, ces deux maladies n'ont rien à voir. Je parle juste en termes d'exemple et de dynamique. Il vaut mieux attraper la varicelle quand on est un enfant, parce que même si les symptômes sont très impressionnants, je précise bien, je sais très bien que ces deux maladies n'ont rien à voir, je parle vraiment c'est un exemple pour expliquer mon propos. Donc même si les symptômes chez les enfants peuvent être impressionnants, les boutons, tout ça, voilà, il faut savoir que le risque le risque de forme grave de varicelle augmente avec l'âge, et que des personnes qui n'ont pas contracté la varicelle durant l'enfance ont un risque augmenté, notamment de pneumopathie varicelleuse à l'âge adulte. Donc là, on voit bien, il y a d'ailleurs un vaccin qui existe contre la varicelle et qui n'est pas recommandé, puisque quand il avait été mis en place, je crois que c'était en Allemagne, je précise que j'ai un diplôme interuniversitaire de vaccinologie, c'est pour ça que je connais aussi ces questions-là, il y avait finalement, on avait constaté on avait constaté finalement une augmentation du fait d'une immunité vaccinale a priori qui durait peut-être moins longtemps, une augmentation finalement du nombre de formes graves chez les adultes qui avaient été vaccinés. Donc c'est pour ça que parfois il faut réfléchir de manière vraiment globale en termes de balance bénéfice-risque. Alors je suis aussi maman, donc évidemment j'ai bien sûr à cœur la santé de mon enfant, bien sûr, mais ce que je veux juste dire par là, c'est que il faut faire très attention aux mesures qui ont été prises notamment chez les enfants, puisque là, il faut bien voir que la santé des enfants est complètement dégradée, que ce soit la santé physique, la santé mentale, et notamment aussi en termes d'inégalité sociale de santé.
qui ont explosé, et sachant encore une fois, donc il serait important quand même que Santé publique France mette les données à disposition, mais les données que l'on a à l'oral retrouvent que parmi les enfants qui sont décédés depuis le début de l'année avec le SARS-CoV-2, en fait, la plupart étaient positifs au SARS-CoV-2, mais sont morts d'autre chose, ou avaient de très lourdes comorbidités. Donc, il faut vraiment remettre les choses en perspective pour que les mesures qui sont prises, notamment dans les écoles, soient elles aussi fondées sur les preuves, au même titre que les protocoles sanitaires que l'on impose aux enfants. Je précise que l'OMS ne recommande pas de faire de l'activité physique avec un masque sur le visage. J'aimerais beaucoup voir des adultes faire leur jogging entre midi et 2 avec un masque sur le visage. En tout cas, l'OMS ne le recommande pas. Je précise que l'on impose ça aux enfants à l'encontre du bon sens et des données scientifiques. Voilà. Le port du masque dans les écoles ne fait l'objet d'aucun rationnel scientifique. Il n'y a aucun essai clinique de bonne qualité qui retrouve un quelconque intérêt du port du masque chez les enfants toute la journée, et je ne parle même pas du port du masque en extérieur. Vous posiez la question des personnes âgées isolées en zone rurale. Effectivement, c'est des personnes vers qui il faudrait aller pour encourager la vaccination. Et vous parliez de la vaccination, puisque la plupart des personnes qui sont non vaccinées sont soit des personnes qui sont hésitantes, ou soit des personnes qui n'ont pas accès aux soins, des personnes âgées en zone rurale, les migrants et les personnes notamment aussi en situation de précarité. Donc ça, c'est un premier point, et on peut bien imaginer que le pass, qui est donc nécessaire, en tout cas dans mon expérience, pour accéder à certains lieu de soins, peut aussi représenter une barrière à la fois à l'accès aux soins et peut-être même à la vaccination. Il faudrait évaluer ça. C'est une proposition. Vous parliez de la vaccination dans le monde. Alors, effectivement, il pourrait être intéressant que la plupart des pays, dans un souci d'efficacité de lutte contre cette pandémie à l'échelle internationale, vaccinent leur population à risque, plutôt que de voir certains pays vacciner des populations qui ne sont pas forcément à risque. Je pense aux enfants et aux adolescents, dont les essais d'ailleurs reposent sur des effectifs qui sont extrêmement faibles. Donc bon, en termes de méthodologie, on peut aussi en discuter, mais ce n'est pas l'objectif de cette commission. Et donc, vous parliez de la vaccination. Effectivement, il y a une seule maladie qui a été éradiquée, c'est la variole, avec une couverture vaccinale très large, un vaccin effectivement efficace, un vaccin oral. Et dans certains pays où il était très compliqué de vacciner tout le monde, je pense dans certaines zones ou dans certains continents, et je pense notamment à des pays d'Afrique, là, c'était une méthode par cerclage qui avait été privilégiée, donc c'est-à-dire que n'étaient vaccinées que les personnes qui avaient été en contact avec un cas variole, et donc on vaccinait par cerclage autour pour encercler finalement le virus. Et c'est comme ça qu'on a réussi à éradiquer la variole. L'autre maladie en cours d'éradication, c'est la poliomyélite, mais il y a encore de la polio qui circule, notamment dans les pays avec une grande instabilité géopolitique comme la Syrie ou l'Afghanistan. Merci. Madame Poumirol a demandé la parole. Oui, merci, Président. Madame, je suis très étonné par votre intervention de cet après-midi, parce que vous remettez en question, j'allais dire, pratiquement tout ce qu'on a entendu jusqu'ici dans nos auditions. Et en particulier le fait qu'on est parti dès le départ, j'allais dire, sur de mauvaises bases, puisque vous me dites que la vaccination n'a pas été basée sur la limitation de la contagion. C'était l'idée qu'on en avait, et j'allais dire, nous, groupe socialiste, c'était notre position, c'est-à-dire vaccination obligatoire, partant du modèle de la rougeole, comme vous l'avez dit, en disant si on limite, et si on a 95% de la population vaccinée, on aura limité effectivement la contagiosité, la transmission, et donc on éradiquera. On était parti sur cette idée-là. Or, vous nous dites qu'en fait, bon, maintenant le constat il est clair, hein, en plus avec Omicron, je veux dire, c'est encore plus clair. Effectivement, ce vaccin ne limite ni la transmission ni la contagiosité, et il est intéressant qu'on a les formes graves. Donc, ce qui m'inquiète, moi, un petit peu, c'est de me dire, si tous les épidémiologistes qu'on entend à longueur de journée, sur les différentes chaînes, etc., arrêtaient de dire peut-être un peu chacun la sienne, ce serait peut-être plus simple pour qu'on comprenne, parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, enfin, pour nous, le pass sanitaire, pas plus que le pass vaccinal n'avait de sens en qualité d'amélioration, hein, c'était une façon de déguiser, j'allais dire, et pas très courageuse, j'allais dire quelque part, d'obliger à la vaccination. Et c'est pour ça que l'on avait pris cette position de dire dès le départ, bon, vaccination obligatoire pour tous, et comme ça on n'a besoin d'aucune contrainte, ni passe sanitaire, ni passe vaccinal, qui sont des contraintes et je veux dire des limitations de liberté. Mais aujourd'hui, pourquoi on ne se pose pas et de dire, puisque
le constat est fait aujourd'hui que la transmission n'est pas diminuée. Pourquoi on ne revient pas sur la politique de vaccination en disant oui, c'est important pour les personnes obèses, pour les personnes à comorbidité, pour les personnes qui ont plus de 75 ans, etc., etc. Et on axe notre vaccination là-dessus. Plutôt que de continuer sur ce discours vaccination tout le monde, alors que vous nous dites que ça n'est pas fondé sur des preuves probantes, je crois que c'est le terme que vous avez employé, et partout, enfin, et pas simplement en France, hein, mais je veux dire dans le monde entier. Donc ça nous laisse quand même un peu, enfin moi ça me perturbe beaucoup. D'autant vous avez parlé des enfants par exemple, hein, on a eu M. Fontaner mercredi dernier ici. Je l'ai entendu hier au soir à la télévision dire oui, il faut vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Le vaccin n'est pas dangereux. Et j'entends très bien le risque que vous dites en comparant avec l'antibiorésistance. Hein, à force de dire antibio à tout le monde, on a créé des antibiorésistances. Est-ce qu'on ne va pas vers le même problème? J'entends très très bien. Mais c'est un peu difficile pour nous. Si vous voulez, vous nous dites ça aujourd'hui. Hier au soir, moi, j'ai entendu Fontaner. Et M. Fontaner, j'ai plus le plus grand respect pour lui. Et quand il parle, je l'écoute. Hein, je me dis quand même, bon, il n'est pas le généraliste de campagne que j'étais, moi. Hein, donc, il a du poids pour moi. Dire les enfants, il faut les vacciner. Voilà, moi, j'ai quand même beaucoup de mal par rapport à ça. Et comment peut-on faire pour qu'on puisse reprendre en main, j'allais dire quelque part, et effectivement avoir des validations indépendantes, ce conseil scientifique, ce fameux conseil de défense là, qui est sorti dans le 16 août, hein, au printemps, pour nous imposer le confinement en 2020, comment on ne peut pas remettre en piste et l'HAS et Santé publique France et que tout le monde travaille, j'allais dire, de façon coordonnée et puis s'appuie sur des preuves et sache faire, s'il faut faire une marche arrière et mea culpa, qu'on puisse le faire et dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la politique de santé ne doit pas être celle-là parce qu'il faut aller effectivement vers, et on a tous constaté ce problème du manque d'aller vers dans nos populations et le relativement faible taux de vaccination des plus de 80 ans qui sont isolés, etc. Mais comment repenser cette politique si vous nous dites ça, et moi je vous crois, hein, vous apportez des preuves des modélisations. Mercredi dernier, on a eu une audition, l'INSERM et je ne sais plus si c'était Pasteur, oui, sur l'intérêt des modélisations. Et là, vous nous dites, ça n'a aucun intérêt, ou quasiment. Ça pourrait être intéressant de leur demander une évaluation. Je caricature, mais on s'est basé uniquement sur des modélisations qui, au fond, une fois sur 10, seulement sont dans le vrai, et 9 fois sur 10 se trompent. Donc, globalement, toujours ça remet en question tout ce qu'on dit depuis 2 ans. Donc, c'est difficile. Alors, je comprends, vraiment, je comprends. Je rappelle encore une fois que dans la gradation des recommandations, pour parler de preuves scientifiques établies en médecine, il faut des essais comparatifs randomisés de forte puissance, des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés ou des analyses de décision fondées sur des études qui sont extrêmement bien menées. Donc ça, c'est la HAS 2013 sur donc son rapport état des lieux, niveau de preuve, gradation. Il n'y a absolument pas les modélisations. C'est beaucoup trop sujet au biais. Je vous ai cité les pourcentages qui avaient été mis dans le modèle de Kochmes du Conseil scientifique pour justifier du pass, qui étaient complètement déconnectés de la réalité et qui se fondaient sur des indicateurs non évalués par les laboratoires eux-mêmes. Je précise que la HAS, dans son avis du 23 décembre 2020 sur la stratégie de vaccination contre la Covid, initialement recommandait la vaccination Covid uniquement aux catégories à risque de formes graves pour lesquelles une balance bénéfice-risque individuel favorable est clairement établie. C'est son avis du 23/12/2020. Non obligatoire et ciblé sur les personnes à risque, exactement comme on le fait pour la grippe. Puisque là, on parle de pandémie, mais donc c'est Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, qui le dit. Ce n'est pas qu'une pandémie, c'est une syndémie. Une syndémie, c'est quoi? C'est une interaction entre un agent infectieux, ici le SARS-CoV-2, et des vulnérabilités, notamment l'âge, notamment les comorbidités, le gradient social,
La pauvreté est un facteur de risque. La pauvreté, la précarité impactent la dimension sociale de la santé de manière majeure. Et donc, quand vous menez d'ailleurs des politiques de santé publique qui augmentent la pauvreté, vous dégradez par définition la santé de votre population. Donc, il faut bien voir que voilà, la question à la base avait été tranchée et c'était clairement ce qui est le plus cohérent. Hein. Enfin, moi, comme on le fait pour la grippe, de vacciner les personnes les plus à risque, puisque le risque n'est pas le même selon l'âge et selon l'état de santé initial, puisque plus qu'une pandémie infectieuse, c'est une syndémie multifactorielle. Donc ça, il faut quand même aussi l'avoir en tête. Vous avez parlé d'éradication. Donc ça m'évoque finalement une stratégie qui a été beaucoup portée par ceux qui plaidaient pour ce qu'on appelle le zéro Covid. Et donc c'est des pays, notamment comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, qui ont donc l'idée derrière tout ça, c'était effectivement le zéro Covid. Donc c'est-à-dire l'éradication, vous avez utilisé le mot, de cet agent infectieux. Il y a depuis une très bonne publication d'Immuno de 2021 dans Science qui vous dit bien que c'est, je crois, 90% des immunologistes interrogés qui considèrent que le SARS-CoV-2 présente un potentiel d'endémicité majeure du fait de la présence dans des réservoirs animaux. Il y a du SARS-CoV-2 chez nous, mais il y a du SARS-CoV-2 chez les animaux domestiques et dans la faune sauvage. Donc là, il y a des études qui retrouvent du SARS-CoV-2 dans des réservoirs animaux, comme d'ailleurs c'est le cas dans la plupart des pathologies émergentes. Donc là, déjà pour éradiquer, donc ça va être très compliqué puisque c'est un virus qui, de fait, circule même chez les non-humains, puisque là on est dans une zoonose, donc une maladie commune, enfin, un agent infectieux qui peut se transmettre de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Donc déjà, l'éradication, quand vous avez ça, c'est très compliqué. Il y a des agents infectieux qui sont des bons candidats à l'éradication, comme la variole, on l'a vu, ou la polio, parce que pas de réservoirs animaux, uniquement des réservoirs humains, et un vaccin stérilisant en termes de transmission de contamination. Ce n'est pas le cas ici avec le vaccin contre le SARS-CoV-2. Et également un virus, on le voit, qui présente de très nombreux variants, avec potentiellement, ça on le verra aussi plus tard avec les données en vie réelle, potentiellement, malheureusement, un échappement vaccinal. Donc tout ça fait que le SARS-CoV-2 n'est pas un bon candidat à l'éradication, et tous les pays qui ont mis en place des politiques zéro Covid drastiques en sont tous globalement revenus. Ils ont acté l'échec de cette stratégie non fondée sur les preuves, encore une fois. Les confinements, les fermetures d'écoles, enfermer des gens chez eux peut même être contre-productif dans la mesure où c'est un virus qui se transmet notamment lors de contacts prolongés et rapprochés, donc notamment lors des repas familiaux. Donc là, on voit même qu'on est contre-productif, enfermer les gens chez eux, alors que la meilleure protection, finalement, c'est bien sûr la vaccination pour les personnes à risque, mais aussi la ventilation. Je ne parle même pas de la dégradation de l'état de santé avec l'augmentation du poids, qui est un facteur de risque majeur, l'augmentation de la sédentarité quand vous enfermez des gens chez eux. Je ne parle même pas de l'explosion des violences familiales, des violences faites aux enfants. On a des publications scientifiques qui retrouvent une augmentation du nombre de bébés secoués pendant les confinements, des pédiatres qui ont publié des articles que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique qui disent que le domicile est plus à risque que le Covid pour les enfants du fait des accidents domestiques, du fait bien sûr des violences chez les enfants qui se font des violences physiques, sexuelles, psychologiques. Donc voilà, donc là, si vous voulez, il y a énormément de questions qui sont soulevées. On parlait d'obligation vaccinale. Il faut bien voir que la médecine a vocation normalement à être suggestive et non pas normative. Et le respect du consentement des individus est un élément majeur de la médecine moderne, un élément majeur de la progression finalement du droit des patients. C'est la loi Kouchner de 2002, dont on va fêter les 20 ans cette année, qui a aussi acté, donc c'est dans le Code de la santé publique, c'est l'article 36 du Code de déontologie médicale, que tout médecin, que tout patient, après une information loyale, doit pouvoir donner son consentement libre et éclairé sur ce qu'il estime être sa balance bénéfice-risque individuelle. Et je pense qu'il est très dangereux, je parle en termes d'adhésion et de santé publique, puisqu'on retrouve vraiment une augmentation de l'hésitation vaccinale après la mise en place du pass sanitaire, notamment chez des personnes vaccinées. Là, on risque d'abîmer la confiance et la relation médecin-malade. On risque également d'abîmer la confiance population générale scientifique, et je ne parle même pas de la confiance population politique, sachant que l'on s'inscrit dans ce que l'on appelle l'ère des pandémies. Donc ça, c'est un rapport de l'IPBES, qui est la plateforme onusienne sur les services écosystémiques et la biodiversité, qui, et l'OMS aussi alerte sur ça, sur le risque d'émergence d'agents infectieux. Donc, si vous voulez, on s'inscrit dans ce que l'IPBES appelle l'ère des pandémies, et il est plus qu'important
d'adopter de manière rapide, à court, moyen et long terme, si vous voulez, des politiques de santé publique qui aient du sens et qui n'abîment pas la confiance, parce que si vous voulez, des pandémies, enfin, le SARS-CoV-2 n'est qu'un avant-goût d'autres pandémies. L'OMS parle de maladie X. C'est la liste blueprint de l'OMS qui est diffusée sur leur site depuis 2018, avec toutes les maladies à potentiel pandémique majeur. Donc, il y a bien sûr maintenant la Covid, on a Ebola, on a Marburg, et on a ce que l'OMS appelle la maladie X, qui est une maladie qui n'a pas encore émergé, mais qui aurait un profil pandémique majeur qui serait à risque pour la santé des populations. Donc, si vous voulez, je pense qu'il est vraiment important d'adopter une approche rationnelle et pragmatique dans la lutte contre une pandémie à court, moyen et long terme. Et cela ne peut se faire que si vous vous fondez déjà sur des preuves scientifiques et que vous avez aussi la confiance de votre population. Merci, Madame Puissat. Je vais demander la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est peut-être une question en marge de notre mission d'information, mais qui est dans la continuité des interventions précédentes, parce que je voulais vous remercier, docteur, pour cette parole libre, qui est une parole libre, mais qui est une parole d'expert. D'abord parce que vous êtes une expert, ensuite vous l'avez souligné, vous intervenez pour le compte d'un collectif, et peut-être que vous avez préparé cette audition et vos réponses en lien avec un certain nombre d'experts également, et que de surcroît, vous avez prêté serment dans cette mission d'information. Or, moi, je pense quand même que dans le cadre d'une crise sanitaire, quelle qu'elle soit, d'une crise quelle qu'elle soit, d'ailleurs sanitaire ou pas, la parole d'experts libres est essentielle pour qu'on puisse sortir de cette crise. Donc, deux questions. La première, est-ce simple de porter une parole libre dans le cadre de cette crise sanitaire? Et la deuxième question, si ce n'est pas le cas, ce qui est peut-être possible, mais on va attendre votre première réponse, comment est-ce que nous aurions pu faire pour que cela soit le cas, pour éclairer davantage les parlementaires que nous sommes et les citoyens que nous représentons? Je voudrais redire à Mme Puissat, et le dire donc pour les collègues qui sont arrivés après le début de la séance, que le docteur Desbioles s'exprime en son nom personnel. Vous posez une question importante. C'est pour ça, en tout cas, moi, que j'ai effectivement précisé que je n'avais pas de conflit d'intérêt, donc là, en lien avec l'industrie, et qu'effectivement, je ne m'exprimais pas au nom des institutions publiques pour lesquelles je travaille. Je vais prendre les mots du professeur François Alla, que je remercie encore, qui est donc professeur de santé publique, qui m'a aussi aidé à préparer cette audition et que je remercie chaleureusement. Et donc lui, il a démissionné notamment du Haut Conseil de la santé publique. Il a donné une interview dans le quotidien du médecin où il dit, et je vais le citer, ce sont ses mots, on assiste aujourd'hui à un processus de décrédibilisation de toute voix discordante. C'est devenu très dur pour un expert de dire « je ne suis pas tout à fait d'accord avec les politiques ». Les gens sont tétanisés, ils ont peur de passer pour des antivax ou des complotistes. Donc oui, effectivement, et pour d'autres raisons aussi, je pense qu'il est difficile de tenir une parole libre, effectivement. Et ce que vous auriez pu faire alors, ce que l'on aurait pu faire, peut-être, oui, effectivement, collectivement, je pense que ça aurait été de mobiliser, finalement, à mon sens, le dispositif d'agence sanitaire supposée indépendante qui existe déjà, de permettre un débat contradictoire, scientifique, fondé sur les faits. En fait, la présentation que je suis en train de faire, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir offert la possibilité à cette parole de santé publique nuancée, pragmatique et fondée sur les preuves, d'au moins avoir pu une fois être dite dans un cadre, on va dire, portée dans un cadre institutionnel. Donc peut-être que ce débat scientifique contradictoire, que ce nécessaire, ait pu avoir lieu, puisque je précise quand même que la communauté scientifique, médicale, de santé publique est extrêmement fragmentée sur cette gestion de crise, et que ce que je dis là, je ne suis pas du tout la seule experte et professionnelle, que ce soit de santé ou de santé publique ou épidémiologiste, à porter
cette voie-là. Et effectivement, l'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voie scientifique, homogène et consensuelle dans cette crise, ce qui n'était pas le cas. Et l'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voie pour faire face à cette pandémie, voie VOIE. Et là, encore une fois, ce n'était pas le cas. Et ces solutions providentielles qui ont été présentées, que ce soit le confinement dans le cadre des zéro Covid, que ce soit les fermetures d'écoles, que ce soit après le vaccin, voilà, il n'y a pas de sauveur providentiel dans cette affaire. Le seul sauveur providentiel, c'est nous-mêmes, et c'est de réadopter, de se reconnecter avec les principes fondamentaux de la médecine et de la santé publique, que sont l'evidence-based medicine, le respect du consentement des individus. Je rappelle aussi, ça me fait écho à ce que vous disiez, Madame, où vous étiez interrogée, je précise aussi qu'il est important, à mon sens, de ne pas gâcher les ressources, que le vaccin est une ressource précieuse, au même titre du coup que les antibiotiques, et qu'on risque voilà, de gâcher aussi les ressources. Quand je parle de ressources, je parle aussi de ressources économiques, puisque d'après la Cour des comptes, dans son rapport du 9 septembre 2021, qui porte sur les dépenses publiques pendant la crise et le bilan opérationnel de leur utilisation, il y aurait en gros 49,6 milliards qui représentent donc le total net des dépenses de crise. On voit que le testing à l'aveugle en population générale au mois de janvier, c'était 1,6 milliard d'euros. Il me semble que la santé publique est un sujet, en tout cas pour moi, est un sujet sérieux et doit reposer sur des données probantes, et la gestion des fonds publics est un sujet sérieux. Et là, quand on voit qu'on dépense 1,6 milliard par mois pour des tests dont la plupart n'ont pas lieu d'être, je trouve que c'est assez douloureux, notamment au regard de certains secteurs qui sont sinistrés, que ce soit, je pense à la pédopsychiatrie, puisqu'on parle beaucoup de la réanimation qui est saturée. Il y a les services de pédopsychiatrie sont sinistrés. Il y a des enfants à risque suicidaire majeur, puisque leur santé mentale est complètement ravagée du fait de toute cette gestion de crise, qui sont renvoyés chez eux alors qu'ils sont à risque suicidaire majeur. Dans les centres médico-psychologiques, vous avez en moyenne 18 à 24 mois d'attente pour un rendez-vous. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi une question d'efficience, ce qu'on appelle l'efficience en médico-économique. Donc, c'est un coût efficacité d'une action qui soit favorable. C'est-à-dire que votre action, au regard de son prix, est bénéfique pour la santé. Et voilà. Et ce sujet de la dépense publique, qui est donc de l'argent qui est non investi, puisque quand vous testez des gens, une fois que le prélèvement est fait, c'est parti. Pareil pour la vaccination, même si bien sûr, encore une fois, elle a un sens pour certains publics. Ce sont des mesures qui coûtent énormément d'argent. De contrôler les passes, c'est environ 60 millions d'euros qui est ajouté sur le budget des hôpitaux. Donc je pense qu'il faut aussi, et normalement, quand on prend une décision de santé publique, enfin, moi c'est ce qu'on m'a toujours appris, bien sûr l'efficacité qui repose sur des données probantes, mais aussi l'efficience, c'est-à-dire est-ce que cette mesure-là, au regard de son coût, est légitime pour la solidarité nationale. Et pareil, des interrogations, bien sûr, normalement, éthiques, démocratiques, qui doivent aussi être mises sur la table, quand bien même, par exemple, un pass sanitaire ou vaccinal serait efficace, quand bien même, ce qui n'est pas le cas, en tout cas en l'état actuel des connaissances, devrait-il quand même être mis en place au regard des implications éthiques, démocratiques. Donc je pense qu'il est très important d'avoir une approche globale, sanitaire, médico-économique, démocratique, éthique, déontologique, et de mettre tout cela dans la balance, ce qui n'a, à mon sens, pas du tout été fait. Merci bien. Daniel Chassaing veut prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Madame, pour votre intervention qui surprend. Bien sûr, elle est néanmoins importante pour avoir d'autres avis. Alors, les problèmes que vous signalez, effectivement, pour de pédopsychiatrie, de psychiatrie, de suivi des enfants, on a eu un débat sur le neurodéveloppement où on a des difficultés pour avoir effectivement des praticiens pour le traitement et bien sûr d'autres carences. Mais moi, c'est vrai que j'entends difficilement que la vaccination n'est pas efficace, si vous voulez. Sur le plan empirique et même aussi de la constatation des experts, on peut remarquer une moindre contagiosité des personnes vaccinées avec, bien sûr, et en plus une efficacité de la vaccination avec une diminution très très importante du nombre de décès, notamment en EHPAD. Nous voyons que dans la dernière vague,
eh bien, on n'a eu pratiquement pas de décès en EHPAD. Et si on n'avait pas fait cette vaccination et la troisième dose, ça aurait été vraiment une catastrophe. Hein. Je suis d'accord avec vous. Je pense que effectivement, alors après, vous dites, est-ce que on doit alors, le bénéfice, effectivement, on doit est-ce que on doit réserver davantage de crédit pour autre chose? Sûrement qu'il faudra le faire, mais là, je pense qu'on a eu raison de vacciner les soignants et surtout d'être volontaire pour dire aux familles, il faut absolument vacciner vos parents dans les EHPAD. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, la vaccination des personnes, notamment dans les EHPAD, est fondamentale. Je précise qu'on a parlé de la santé des enfants, mais il faut bien voir que tout ceci qui a été fait au nom, entre guillemets, de nos aînés, il faut bien voir qu'il y a aussi beaucoup de personnes en EHPAD qui sont décédées aussi, non pas tant du fait de la Covid, mais du fait, et pour le coup, je suis personnellement impactée, mais du fait de l'abandon, de la dépression, du désespoir, de la dénutrition et de la déshydratation. Puisque, en tout cas, au premier confinement, il y a eu énormément du fait des confinements et des professionnels aussi qui ne venaient plus, il y a eu aussi beaucoup de personnes âgées en EHPAD qui ont du coup aussi fait ce qu'on appelle un syndrome de glissement du fait de l'isolement. Et donc, les deux extrêmes de la vie de nos sociétés, donc les jeunes enfants, les bébés aussi, et les personnes âgées, ont été pour moi profondément malmenés, mais je ne veux pas du tout jeter la pierre, je sais très bien que c'est difficile, mais je pense que persister dans une erreur n'en fait pas une vérité, donc il n'est jamais trop tard pour réajuster au regard des données probantes, et je suis complètement d'accord avec vous, la vaccination des personnes à risque, et donc bien sûr dans les EHPAD, est évidemment... et d'ailleurs, c'est ce que recommandait la HAS aussi dans son avis de 2020, de vacciner les personnes âgées. Donc ça, pour moi, je vous rejoins complètement. Ce bénéfice individuel pour ces personnes-là à risque de formes graves de Covid est indiscutable. Mais encore une fois, leur santé aussi à ces personnes-là ne se résume pas à la seule Covid. Et voilà. Et donc la dépression, l'isolement chez les personnes âgées est un sujet aussi très, très important qui ne doit pas être négligé. Et je rappelle que la fragilité, on parle beaucoup de fragilité dans cette crise, on parle beaucoup de la fragilité vis-à-vis du SARS-CoV-2, mais la fragilité, la vulnérabilité, ce n'est pas que le grand âge et ce n'est pas que les comorbidités vis-à-vis de la Covid. La fragilité, c'est aussi des enfants qui sont avec des parents maltraitants. La fragilité, c'est aussi des personnes qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas accès aux soins. Donc, si vous voulez, quand on regarde les choses dans leur globalité, le SARS-CoV-2 n'a pas le monopole, la Covid n'a pas le monopole de la fragilité et de la vulnérabilité. Donc, je pense juste qu'il est très important, lorsque l'on fait de la santé publique, de regarder la santé dans toutes ses dimensions. Et je donnerai la définition de l'OMS de la santé, qui est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc, on ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid ou à la seule absence de Covid. Merci. Madame Vogel. Oui, merci. J'ai deux questions très simples. Donc, j'ai bien compris que ce que vous disiez, en gros, c'était il faut prioriser la vaccination chez les publics à risque, donc qui ont des comorbidités, l'âge, etc. Donc, je comprends la logique si on doit choisir entre les publics qu'il faut vacciner, qu'on vaccine en priorité ceux qui sont plus à risque. J'ai pas bien compris dans votre raisonnement quel était le problème avec le fait de aussi vacciner des gens qui n'ont pas de comorbidité. Puisque d'abord, on ne sait jamais, on peut avoir des comorbidités qu'on ne connaît pas, et on sait qu'il y a des personnes qui ont été hospitalisées, qui ont fait des formes graves, qui étaient jeunes, qui n'avaient pas de comorbidité connue. Donc, en l'absence de connaissances, je comprends bien la logique s'il faut rationaliser si on n'a pas assez de vaccins, mais si on en a assez pour tout le monde, je n'ai pas bien compris quel était le problème avec le fait de vacciner tout le monde. Et la deuxième question, c'est, vous mettez l'accent sur le fait que... la santé, c'est un concept global et qu'il n'y a pas le Covid dans la vie, etc., ce que je partage tout à fait. Et qu'il y a aussi des risques de santé aux mesures qu'on met en place pour lutter contre le Covid. Aucun problème avec ça. Mais je ne comprends pas pourquoi... j'ai l'impression que du coup, vous les opposez dans le raisonnement, alors qu'on peut très bien faire les deux. On peut très bien avoir une politique de vaccination efficace et aussi
une politique de développement des services publics et Tout de à fait. développement des services pour faire que il y ait moins de pauvreté, pour faire qu'il y ait Tout moins de à fait. violence, etc. C'est pas J'en serais la forcément plus un heureuse. choix entre les deux, quoi. Non, mais vous avez complètement raison. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne pourquoi ne pas vacciner tout le monde, finalement, alors pour plusieurs raisons. Encore une fois, l'importance de se fonder, pour moi en tout cas, sur l'evidence-based medicine, et donc en termes de balance bénéfice-risque et d'efficacité de la vaccination. Pour moi, le bénéfice est indiscutable sur les personnes à risque. On ne peut pas en dire autant sur des publics plus jeunes. Je précise que, encore une fois, l'efficacité dans les essais, notamment aussi chez les enfants et les adolescents, repose sur les Covid symptomatiques, mais n'a pas été évaluée sur les formes graves ou les décès. Donc, vous ne savez pas si quand vous... je vous vois froncer les sourcils, donc c'est que je suis pas claire. Le critère de jugement principal dans les essais, par exemple Pfizer chez les enfants et les adolescents, était en gros le même que celui chez les adultes, à savoir si vous êtes vacciné. On va dire que le vaccin est efficace si vous ne développez pas de Covid symptomatique, mais on ne parle pas spécifiquement de formes graves ou de décès. Donc, c'est juste, est-ce que vous allez même avoir de la fièvre? On va dire que c'est potentiellement efficace. Je précise qu'au regard des données disponibles, donc c'est un suivi médian qui est en gros de 2 mois. Donc, pour moi, ça, si vous voulez, c'est très compliqué, avec des effectifs qui sont quand même très faibles, donc qui ne permettent pas d'être sûr de la safety, enfin de la sécurité du produit que vous allez inoculer à des personnes saines. Je ne dis pas que c'est un risque ou quoi, je dis juste qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique, dans son dernier avis, quand il a dit OK pour la vaccination des enfants en suivant l'avis de la HAS, a insisté sur l'incertitude en termes d'innocuité du vaccin Covid chez un public, les jeunes et notamment les enfants, qui ne sont pour ainsi dire pas à risque de formes graves ou létales de Covid-19. Donc, si vous voulez, en termes de bénéfices individuels, il reste quand même à démontrer que, à mon sens, que la vaccination de ce public, au regard du recul très faible que l'on a sur ce produit-là, est favorable. La pharmacovigilance est là pour ça, mais il faut aussi du temps. Et donc, il me semble qu'en termes de balance bénéfice-risque, celle-ci doit être favorable au regard de l'agent infectieux chez le public cible et au regard du produit que vous allez mettre en balance. En l'état actuel, cette balance bénéfice-risque est, à mon sens, et d'ailleurs, c'est ce que disait aussi l'OMS dans sa note aux politiques d'avril 2021 sur les caveats de la vaccination obligatoire, insistait vraiment sur l'importance d'avoir plus de recul sur l'innocuité du produit que vous mettez en place. Je ne veux pas semer le doute ou quoi que ce soit, parce que moi, vraiment, je pense que la vaccination chez les personnes à risque, le bénéfice individuel en termes de balance bénéfice-risque est favorable pour un public jeune dont on sait que le SARS-CoV-2 n'est pas à risque majeur de forme grave ou létale. Cette balance individuelle pour ce public-là reste encore, à mon sens, à démontrer. Et un autre argument qui, pour moi, a néanmoins son importance, on parlait de médico-économique. J'ai du mal à comprendre en termes de pertinence et de gestion des fonds publics pourquoi est-ce qu'on irait proposer une intervention coûteuse avec une évaluation qui est encore en cours, puisque pour les enfants, si on va sur la base clinicaltrials.org, qui regroupe tous les essais cliniques en cours, les essais et les analyses de données ont lieu jusqu'en 2026 pour la vaccination chez les enfants. Donc, je pense qu'au regard d'un niveau, avec un suivi moyen de 2 mois, un suivi médian, pardon, de 2 mois, un nombre d'effectifs trop faible pour mettre en lumière de potentiels effets indésirables, les données dont on dispose actuellement, au regard du risque pour la population concernée, que sont les enfants et les adolescents, me semble trop prématuré. Je ne sais pas si c'était clair. Merci. Monsieur Savary. Pour une merci. deuxième question. Oui, une question un peu complémentaire. Merci, Monsieur le Président, de m'y autoriser. Vous partez sur un constat différent de celui qu'on avait jusqu'à présent, et ça rejoint la notion de vaccin-médicament. En conséquence, comme médicament, on réserve un médicament aux personnes malades. Aussi dit, éviter les formes graves chez les fragiles, parce que il n'y a pas d'effet sur la transmission. Or, nous, on nous a dit à plusieurs reprises que ce vaccin était efficace à 40% sur la transmission. On nous a cité des chiffres fondés sur des études. On a dit qu'il était efficace à plus de 90%, alors quand on a toutes les doses sur les formes graves,
et seulement, effectivement, entre guillemets, à 40% sur les transmissions. Alors, ce n'étaient pas des études fiables, c'est des études que vous contestez, parce que si j'ai bien compris votre raisonnement, vous dites qu'il n'agit pas sur la transmission, c'est la raison pour laquelle, et c'est logique, il faut le cibler sur les personnes à risque, puisqu'il agit sur la gravité de la maladie. Et deuxièmement, vous craignez dans votre raisonnement, à vacciner de façon large la population, un échappement vaccinal. Est-ce qu'on a des études qui nous permettent de préciser cela de façon plus précise? Alors, c'est encore un éditorial et d'ailleurs, excusez-moi, mais pour votre question précédente aussi, pourquoi ne pas vacciner aussi tout le monde? Et donc, ça va compléter, c'est aussi justement pour cette pression de sélection sur les variants et donc le gaspillage de la ressource en termes d'efficacité sur les personnes à risque. Mais donc, je vais y répondre avec votre deuxième question. C'était encore un éditorial du New England Journal of Medicine qui rappelait bien qu'il n'y avait pas de mesure de l'efficacité sur la contagiosité dans les essais cliniques randomisés, qui sont des essais à fort niveau de preuve. Donc, enfin, moi, si vous voulez, dans la mesure où c'est pas évalué dans l'essai clinique randomisé, pour moi, c'est difficile derrière d'acter d'une quelconque ensuite efficacité. Ah non, mais il faudrait que je regarde. Si vous voulez, c'est pas parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est pas parce que on présente. Je parle pas de ce qui vous a été présenté ou par qui. Ce que je veux juste dire, c'est que toutes les études ne se valent pas. Et il y a une gradation dans le niveau scientifique. Donc, on peut très bien, là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la soi-disant, je sais plus quoi, efficacité du masque. Mais c'est des études, si vous voulez, par exemple, rétrospectives, cas témoins, qui reposent sur des données déclaratives. Ce n'est pas un fort niveau de preuve. Et donc, quand vous mettez en place une intervention aussi massive, aussi coûteuse à tous les plans, il faut que cela repose sur un fort niveau de preuve. Les essais cliniques randomisés de forte puissance, que sont normalement les essais cliniques, donc par exemple sur la vaccination, ça, ce sont des forts niveaux de preuve normalement. L'effet du vaccin sur la contagiosité ne fait pas partie des critères, c'est même écrit noir sur blanc dans les reports d'essais cliniques des firmes. Donc, moi, je vous parle de gradation de niveau de preuve. Très certainement qu'on doit pouvoir trouver une étude qui mesure des plasmas et qui vous dit que oui, voilà. Mais si vous voulez, toutes les études ne se valent pas. Et donc, c'est important de regarder le grade et la force de l'étude en termes de design et de rigueur. Et donc, les essais cliniques randomisés qui ont conduit à la mise sur le marché des essais, même si effectivement il y a des biais, mais ça fera l'objet certainement de d'autres auditions à mon avis plus tard, sont des designs en tout cas à fort niveau de preuve. Et dans ces études-là, il n'y en a pas eu 50 000. Il y a l'outcome, enfin le critère sur la contagiosité n'est pas évalué, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est juste ça. Après, on peut toujours trouver certainement des études pour justifier ce que l'on a envie de montrer. Moi, je m'appuie sur les données des industriels qui sont ceux qui commercialisent le produit. Et le critère de jugement principal, c'est l'infection symptomatique documentée, validée par PCR positif. Sur l'échappement, l'évolution virale. Donc, il faut bien voir que les coronavirus mutent et se recombinent, notamment avec des virus proches, dans de vastes réservoirs animaux, comme on le disait, et qu'il faut donc surveiller étroitement, d'où l'intérêt aussi de collaborer avec des vétérinaires. C'est ce que l'OMS appelle le One Health, c'est-à-dire une seule santé. C'est cette notion que santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont intimement liées. Donc ça, ce serait intéressant de surveiller aussi les réservoirs animaux. Et donc, il se crée en permanence des variants et des sous-variants. C'est pour cela qu'il est illusoire de vouloir bloquer complètement ce processus, notamment par le biais de la vaccination. Donc la question, c'est comment éviter de favoriser par nos interventions les souches potentiellement problématiques au sein de ce vaste répertoire de mutants et de variants. Et donc c'est là que je faisais le parallèle avec les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que si la vaccination Covid, surtout si elle s'étend à de larges populations qui n'en ont pas forcément besoin au regard de leurs risques, ça risque d'induire ce qui est bien connu et ce qui s'appelle une pression de sélection. Après, bon, là, il faudrait rentrer dans des mécanismes sur Spike ou quoi, mais en gros, l'émergence de souches dominantes résistantes aux vaccins sous différentes conditions
a été récemment simulé par des chercheurs français dans le cadre d'un modèle. Donc ça, c'est un modèle du CNRS. Et selon ce modèle, la stratégie optimale pour minimiser les dommages globaux de la pandémie consiste à focaliser la vaccination sur les personnes à haut risque de Covid-19 grave, afin de les protéger individuellement et efficacement, tout en évitant, et donc c'est votre question, de sélectionner et de faire circuler des souches résistantes à partir de vastes populations de personnes à faible risque. Donc ça, c'est une publication du CNRS de 2022. Et il y a également des données bioinformatiques et in vitro qui aussi ont annoncé ce phénomène déjà en 2021. Et il est désormais corroboré par une accumulation de données observationnelles montrant le développement et la circulation préférentielle de variants et de sous-variants résistants dans de vastes populations vaccinées, qui peuvent expliquer aussi des explosions d'incidence de variants en échappant immunitaire, même dans des régions à la couverture vaccinale qui est très élevée. Donc, d'où l'intérêt, en d'autres termes, traduction, de cibler, d'économiser cette ressource pour limiter aussi un échappement vaccinal qui peut s'observer. Et donc d'ailleurs, on a et de remettre aussi des vaccins à jour, comme on le fait pour la grippe, où chaque année, vous avez une anticipation qui peut parfois rater, mais qui essaye d'anticiper les variants qui vont circuler pour vacciner avant l'arrivée de l'agent infectieux les personnes à risque. C'est ce qu'on fait pour la grippe chaque année. Merci, Monsieur C'est Lévrier. la stratégie à adopter, je pense. Monsieur Lévrier, en visioconférence, a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur, de toute cette intervention qui, effectivement, peut nous surprendre pour beaucoup parce qu'on n'est pas habitué à cette forme de prise de parole, même si, à l'inverse de Frédéric Puissat, je ne la rejoins pas, nous avons reçu régulièrement des personnes qui avaient des propos aussi assez singuliers. Donc, et c'est d'ailleurs notre rôle de recevoir toute opinion et tout travail. Malgré tout, quelques questions, parce que vous battez en brèche énormément de choses avec beaucoup de certitudes. Je pense aux modélisateurs, je pense au confinement en tant que tel, même celui de première étape, en démontrant qu'il n'avait pas prouvé qu'il avait servi à quelque chose. Vous parlez aussi de la gradation des études, c'est peut-être ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire, parce que je ne suis pas scientifique, donc je suis obligé de m'appuyer sur ce que je lis et surtout de ce que je peux entendre de gens en qui je me dois, enfin, je crois pouvoir avoir confiance. Et je vous prends un exemple, je reviens sur ce qu'a dit mon collègue Savary, au sujet de la contagiosité limitée grâce au vaccin. C'est le professeur Delfrécy qui nous l'a dit il y a très peu de temps. Quelle gradation des études avait-il par rapport à celle que vous nous annoncez? Est-ce que vous avez la vérité et lui ment? Parce que là, il y a un problème entre les deux. Moi, je ne sais pas lesquels des deux a raison. Je ne suis pas un scientifique, mais je suis très embêté parce que nous avons des décisions à prendre qui engagent le pays, des décisions politiques. Et quand nous avons deux paroles aussi différentes l'une que l'autre, soit on fait l'étude de médecine, mais enfin, c'est un peu tard dans mon cas et on essaie de comprendre, soit on doit faire un choix entre deux personnes dont l'une et l'autre nous expliquent que la gradation des études est très importante. L'une et l'autre. Donc, excusez-moi, mais moi, j'ai besoin de comprendre. Et puis, un deuxième exemple, par exemple, vous avez parlé du masque et vous êtes appuyé sur l'OMS en disant l'OMS a clairement dit que le port du masque était fortement déconseillé pour la pratique sportive. Ce qui, pour moi, va de soi. Je suis d'accord avec vous. L'OMS a aussi dit au début de cette pandémie que le masque ne servait à rien. Donc, en termes de gradation, là aussi, ça nous pose, questions et ça nous pose problème. Et puis, in fine, je reviens, alors ce n'est pas tout à fait notre débat, et ce sera ma dernière question, je reviens au confinement. Vous expliquez que vous démontrez qu'il n'est pas prouvé qu'il a été utile. Maintenant, avec le recul et de méthodes empiriques, il suffit de regarder les pays qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont moins fait ou qui se sont obligés à le faire en catastrophe, je pense aux Anglais en particulier. Il semble quand même qu'à cette époque-là, nous n'avions pas trop d'autres choix. Ou qu'auriez-vous fait, vous, avec les connaissances que nous avions à l'époque, et en toute démocratie à ce moment-là? Merci beaucoup. Merci pour ces questions. Alors, en ce qui concerne la contagiosité, il me semblait que le professeur Delfrécy avait lui-même admis que le pass n'empêchait pas les contaminations et que son principal intérêt était finalement d'augmenter la vaccination et notamment les primo-vaccinations, ce qui a été observé avec le pass sanitaire. On a observé un grand nombre de vaccinations, pas forcément chez le public cible. Donc voilà, on peut s'interroger sur l'efficacité de ça. Encore une fois, moi je ne cherche rien à démontrer, je m'appuie sur les données disponibles, notamment
donc je pense à Pfizer, puisque c'est quand même son vaccin qui est largement distribué en France, et qui donc, je ne sais pas quoi trop vous dire de plus sur le fait que la contagiosité ne fait pas partie dans ces études à fort niveau de preuve des critères de jugement, donc on ne peut pas statuer sur ça, et chacun peut constater aussi de manière empirique que vacciné ou non, on peut contracter cet agent infectieux. Donc, il me semblait pourtant que le professeur Delfrécy, justement, était aussi revenu sur ça. Donc, voilà. Et je précise que normalement, la charge de la preuve incombe à la personne, aux personnes, à la puissance qui va mettre en place la politique publique. Ce n'est pas à moi, normalement, de démontrer que ce n'est pas efficace. Normalement, quand on fait les choses dans les règles de l'art, on doit avoir la certitude, ou en tout cas un niveau de preuve, l'incertitude fait bien sûr partie de la pratique, mais on doit quand même disposer d'un fort niveau de preuve pour mettre en place son intervention. Ce n'est pas normalement à moi de venir montrer avec force argumentaire scientifique que c'est potentiellement inefficace. C'est normalement la charge de la preuve incombe aux experts ou aux politiques ou qui vont décider de mettre en place une intervention. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus forcément inverser les rôles. Vous parliez du port du masque. Encore une fois, j'attends un essai avec un fort niveau de preuve pour montrer de son efficacité, notamment chez les enfants. Je ne dis pas que le masque ne sert à rien. Il a bien sûr tout son intérêt dans certaines conditions. Évidemment, si on est malade, il est plus qu'intéressant de porter un masque, bien sûr au bloc opératoire. Enfin, bon, voilà, j'ai pas envie de tomber dans un manichéisme assez stérile. Pourquoi le masque, à mon avis, était déconseillé à la base par l'OMS? C'est tout simplement du fait du risque de mésusage. C'est pas parce que vous dites qu'il faut porter un masque que derrière le masque va être bien porté. Et pour être efficace, un dispositif médical doit être porté de manière efficace. Et c'est notamment pour ça qu'à la base, les masques ne sont pas recommandés en population générale. Je ne parle même pas des enfants, puisque porter un masque de manière efficace nécessite de le changer régulièrement, de ne pas le toucher, nécessite une certaine rigueur et de le changer régulièrement. Tout le monde, je pense, connaît, si ce n'est ne le fait personnellement, de porter le masque le même plusieurs jours d'affilée. Donc, bon, bref. Donc tout ça, c'est le risque de mésusage qui fait que c'est aussi potentiellement pour ça, je pense, que ce n'était pas non plus recommandé. C'est pareil pour les FFP2. La Société d'hygiène française ne recommande pas le port du masque en population, le port du masque FFP2 en population générale chez les enfants. Mais je peux vraiment comprendre effectivement votre incompréhension et votre difficulté à naviguer dans tout ça, et ce qui est finalement regrettable, puisque finalement j'ai l'impression que le débat scientifique et contradictoire qui normalement s'observe dans les agences de santé publique et qui permet au dissensus et ensuite au consensus d'émerger, finalement ce discours d'experts, ce débat d'experts n'a pas vraiment eu lieu, et il émerge maintenant, et du coup d'où finalement effectivement peut-être une certaine incompréhension. Vous me demandiez ce que moi j'aurais fait. En l'état actuel, en l'état des connaissances dont on disposait déjà, début 2020, où on savait quand même qui étaient les personnes à risque avec les données chinoises, personnellement, j'aurais préféré voir la protection ciblée sur ces personnes-là, donc les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités, dans le respect de leur consentement. On ne protège pas des individus contre leur gré, à mon sens. Et donc, en l'absence de vaccin, il faut bien voir qu'on n'avait pas de vaccin au début. On a eu un vaccin. Que se serait-il passé si nous n'avions pas eu de vaccin? Que se passera-t-il lors d'une prochaine émergence lorsque l'on n'aura pas de vaccin? Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur ces questions-là aussi pour ne pas se retrouver à chaque fois prise au dépourvu, et donc être plutôt dans l'anticipation que dans la réaction. Ça, c'est une des conclusions du rapport de l'IPBES échappé à l'ère des pandémies, donc qui insiste sur la nécessité de la prévention et de l'anticipation, et notamment de la prévention des émergences, mais c'est un autre sujet. Et du coup, j'aurais vraiment ciblé la protection sur les personnes à risque consentantes, dans un premier temps en leur proposant effectivement, si elles le souhaitaient, d'adopter des mesures de protection, donc bien sûr le port du masque chez les personnes qui allaient être à leur contact, et bien sûr éventuellement, pourquoi pas le port de masque FFP2 pour ces personnes-là, un autoconfinement volontaire si elles le souhaitent, mais dans le respect de leur consentement et sans rien obliger, et une mise à disposition de services pour leur permettre de limiter leurs interactions, leur limiter de prendre les transports ou ce genre de choses. Donc finalement, cibler les mesures sur ce public-là et ne pas et réduire la pression sur le reste de la population. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'universalisme proportionné. C'est
C'est un concept qui est très fort en santé publique et qui précise que des mesures universelles sont bien sûr possibles, des mesures d'hygiène, des mesures, voilà, mais que des mesures aussi proportionnées doivent être faites sur les personnes selon leur vulnérabilité, selon leurs risques. Et donc, c'est l'alliage des deux qui, à mon sens, aurait permis une approche plus efficace dans cette gestion de crise, moins coûteuse aussi à tous les plans, sanitaires, sociaux, économiques, pédagogiques, en termes d'inégalité, en termes de démocratie, en termes de confiance et en termes de rigueur scientifique. Et moi, je rebondis 2 secondes, si vous permettez, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des pays qui ont fait ça avec succès? La Suède a quand même moins d'impact négatif et les pays qui ont fait l'inverse, donc c'est-à-dire qui ont adopté le zéro Covid, finalement en reviennent puisque ce n'est pas tenable. Il faut bien voir que l'OMS parle de fatigue pandémique et quand vous faites face à un agent infectieux, il est important que la lutte contre cet agent infectieux s'inscrive dans la durée et que l'adhérence des populations s'inscrive aussi dans la durée et à mettre des mesures qui sont finalement au-delà de leur efficacité, qui à mon sens doit être encore prouvée. Il y a un risque de décrochage aussi et donc encore une fois un risque d'être contre-productif. Donc l'adoption de mesures proportionnées en fonction des risques des individus, en fonction de leur vulnérabilité et en fonction de leur capacité et dans le respect des consentements me semble est la base normalement en médecine et en santé publique. Merci beaucoup. C'est bon pour tout le monde? Enfin, c'est bon. Tout le monde a entendu les interventions du docteur Debiol. Merci, madame. Juste une chose, vous avez dit souvent dans vos interventions que vos interventions étaient documentées et pragmatiques. Il se trouve que les intervenants qui ne pensent pas comme vous, mais qui interviennent aussi, nous donnent la même chose. Donc ça devient compliqué pour nous. Merci et bonne soirée. Je vous demanderai aux membres de la commission de rester. On a encore un point à aborder ensemble.